Donc, sans dessus-dessous, et son 4e ou 5e roman, je ne sais plus. Et c'est un livre pour lequel j'avais, je dirais, peut-être une certaine méfiance, une certaine réticence au départ. Je pensais que c'était un livre un petit peu facile. Bon. Effectivement, c'est un livre très facile à lire, mais qui est beaucoup plus abouti et plus profond qu'il n'a l'air au premier abord. Parce qu'au premier abord, c'est une espèce de vaudeville, avec des histoires de portes qui claquent. C'est l'histoire d'un immeuble de Cagliari. C'est un immeuble assez bourgeois, assez chic, qui est sur le port de Cagliari, à un endroit où le quartier était chic. Il l'est un peu moins maintenant, justement, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés, le quartier a un peu changé, etc. Mais le quartier était assez chic et l'immeuble, au départ, avait été acheté par un type très riche qui continue à occuper le dernier étage. Il y a 3 étages. Le type très riche en question, c'est un Américain. Et cet Américain... En fait, il a épousé une sarde. Alors, la figure classique, ce serait qu'une pauvre sarde épouse un riche américain. Normalement, c'est ça le schéma normal. Là, déjà, ça commence à être un peu faussé parce que c'est la sarde qui était très riche et l'américain était un peu fauché. Bon, enfin, le résultat, c'est qu'ils sont très riches tous les deux, maintenant. Sauf que la femme, on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue. On sait qu'elle a un appartement à Paris, un appartement superbe, qu'elle passe son temps à courir les grands couturiers, enfin c'est la grande bourgeoise, mais en tout cas elle n'est pas là pour l'instant. Le monsieur d'un certain âge vit tout seul dans son appartement. C'est théoriquement un musicien, un virtuose du violon. Mais on l'a jamais entendu jouer de violon. Je ne sais pas. Il a été célèbre, semble-t-il, en tout cas il a l'air d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce que c'est l'argent de sa femme? Est-ce qu'il en a gagné beaucoup? En tout cas, il fascine encore beaucoup les gens de l'immeuble parce qu'il participe à des croisières. Et il joue du violon dans les croisières. Ça ne veut pas dire que c'est un grand interprète, peut-être il fait ça pour agrémenter sa retraite, mais en tout cas, il voyage quand même pendant des mois, et donc il faut bien que quelqu'un arrose les plantes. Donc c'est la voisine du dessous, Alice, qui rêve de devenir écrivain. Suivez mon regard. Et donc c'est elle qui monte, elle adore le monsieur Johnson senior, elle l'aime beaucoup, elle a de très bons rapports avec lui, et elle va arroser ses plantes, et elle est toute contente. Alors elle aussi, elle traîne une histoire assez particulière. Ses parents s'entendaient pas très bien, sa mère était un peu folle, le père un peu dépressif, la mère passait son temps à dire à son père « Oh, qu'est-ce que je serais contente quand tu seras mort !» Ça mettait déjà l'ambiance. Puis un jour, le père va effectivement se suicider. Et là, ça va changer complètement, parce qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait, apparemment. Et là, elle va s'effondrer complètement et devenir encore plus folle qu'elle n'était avant. Donc là, elle devient vaguement, complètement mutique. Enfin bon, c'est un vrai cas. Quant à la dame du rez-de-chaussée, Anna, elle a un certain âge, elle vit assez modestement, elle gagne sa vie comme femme de ménage. Et son drame pour elle, c'est que l'immeuble est construit de telle façon que les escaliers lui bougent complètement la vue. Donc elle adorerait avoir une vue sur la mer, voir passer les bateaux, sauf que, évidemment, elle ne voit rien du tout dans son gourbi. Et en plus, elle doit aller travailler un peu partout chez des gens, donc elle prend le bus, elle a une vie vraiment très dure. Elle est très très amie aussi avec la dame du deuxième, avec la jeune femme du deuxième. Et un jour, quand la jeune femme du deuxième entend son voisin du troisième dire qu'il aurait besoin d'une femme de ménage, elle se dit, mais très bien, je sais qu'il vous faut. Cette dame, Anna, elle va être très contente. Non seulement elle verra passer les bateaux depuis le 3e étage, mais en plus elle n'aura pas à se taper le bus, etc. Donc elle va être très contente. Anna vient donc chez le vieux monsieur. Alors, c'est là où l'histoire du sans dessus-dessous commence, parce que sans dessus-dessous, c'est que les étages vont complètement se mélanger dans le désordre le plus complet. C'est que Anna, elle va tomber raide dingue du vieux monsieur. Et elle est tellement amoureuse de lui qu'à la limite, elle viendrait travailler pour rien, mais il y a une Madame Johnson quelque part, quand même, dans le décor. Elle n'est pas là pour l'instant, mais elle existe quand même. Donc là, il y a un problème. Et une Madame Johnson richissime, en plus. Alors que Anna, elle tire le diable par la queue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas vraiment un parti formidable. Anna, elle a une nièce qui s'appelle Natacha. Alors Natacha, c'est un cas aussi. Natacha, elle a un amoureux qui est beau. Il est beau
C'est vraiment... sauf que l'amoureux en question, il a un copain qui est d'une laideur épouvantable. Mais ils sortent toujours ensemble tous les deux. Bon. Et Natacha ne veut surtout pas présenter son beau fiancé à la voisine du dessus, qui est certes sa copine, mais qui n'a pas de mec pour l'instant, et qui ce serait peut-être pas la dernière à le lui piquer, donc pas question. Et puis un beau jour, on apprend que le monsieur Johnson senior, du dessus, il a un fils, qui est donc Johnson junior, et même un petit-fils, et qui vont débarquer un beau jour chez le père et grand-père. Alors là, ça se complique encore d'un degré. Notre dame, Alice, la narratrice, tombe raide dingue du Johnson junior. Ah, c'est l'amour de sa vie, il a toutes les qualités, il est tellement beau. Sauf que les gens du dessous, le fameux tandem entre le type très laid et le type très beau, le type très beau, contrairement à ce qu'on avait pensé au début, je ne vous dévoile pas toute l'histoire, mais n'est pas l'amoureux de Natacha, mais l'amoureux du monsieur du dessus, de Johnson Junior. Et quand la pauvre Alice apprend ça, eh ben ça lui casse un peu son idylle, hein. C'est fichu, là. Il est bien sympathique, ce garçon, mais il n'est pas pour elle. Et donc, ça passe son temps à monter et à descendre les escaliers, et à frapper au rez-de-chaussée, au deuxième étage, au troisième étage, entre le monsieur Johnson qui vient faire la cour à Anna en bas, entre Anna qui espérait faire les yeux doux à Johnson... Enfin voilà, ça n'arrête pas. Donc c'est le côté vaudeville de l'histoire. Et les portes claquent sans arrêt. Et puis Madame Johnson, la légitime, va débarquer un jour. Alors elle va rajouter son grain de sel dans l'histoire, parce qu'elle, c'est la bourgeoise de chez bourgeoise, elle est vraiment un peu gratinée. Et quand elle apprend que son fils est en train de se maquer avec le beau jeune homme en question, et qu'ils partent tous les deux, bras dessus bras dessous, chercher le gamin à l'école, ouh là là, en Sardaigne, ça va pas, ça se fait pas. Et puis, circonstance aggravante, non seulement le jeune homme, l'amant de Johnson Junior, il est très très beau, mais il a encore un défaut supplémentaire, il est palestinien. Il fallait rajouter... Donc voilà, il y a cette sauce comme ça qui bouillonne, qui est très rigolote. Au début, on se dit c'est du fait d'eau, un petit peu, voilà, c'est bien, effectivement, les portes claquent, et c'est amusant, et c'est constamment surprenant et rigolo. Sauf que il y a une vraie réflexion sur deux sujets qui laissent le livre d'une certaine profondeur, je trouve, et moi, ça m'a un petit peu étonné, parce que je me dis c'est un livre facile qui est oublié aussi vite qu'il est lu. C'est pas vrai, c'est un livre plus important qu'il n'y paraît, parce que d'abord il y a une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la normalité, qu'est-ce que c'est que l'ordre. Et ça, c'est fondamentalement, il y a ce fil rouge qui court tout au long du livre. C'est quoi être normal? Oui, fonder une famille, certes. Une famille avec papa, maman, les enfants, oui, certes. Les familles sont complètement déjantées dans cette histoire. Elles ne fonctionnent pas. Entre le père qui se suicide, la mère qui devient folle, le machin, je vous parle, c'est les oncles et les tantes sardes qui sont assez gratinés aussi. C'est quoi la famille? Est-ce que la famille de Monsieur Johnson qui s'en va jouer du violon sur les croisières, et de sa femme, grande bourgeoise, un peu déjantée, est-ce qu'elle est moins normale qu'une autre? Est-ce que Johnson Junior et son amant palestinien qui vont chercher le gamin à l'école et qui rêvent d'adopter un enfant ou de s'en faire un par comment on appelle ça, l'assimilation, bon, je ne sais plus, enfin, oui c'est ça. Est-ce qu'ils sont plus ou moins normaux? On n'en sait rien. Et alors, le tour de force qu'arrive à faire Milena Agus, c'est qu'aucun personnage, à la fin du livre, quel qu'il soit... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Peut-être vous réagirez différemment, mais aucun personnage ne s'avère antipathique. Au début, on se dit quand même... Oui, quand même, elle pousse le bouchon un peu loin. Et finalement, ils sont tous... On les comprend tous, même la Madame Johnson qui débarque les pieds dans le plat et qui a l'air de venir là pour tout faire marcher de travers,
elle est extraordinairement sympathique à la fin. Et Milena Agus a cette phrase quelque part que j'ai oubliée, que je vous cite de mémoire, je vous lis le contenu et pas la forme exacte. Elle dit, si vous voulez détester quelqu'un, surtout n'apprenez pas à le connaître. C'est pas, elle le dit pas comme ça, mais voilà, elle le dit mieux que moi. Mais il y a cette petite phrase que j'ai retenue qui est formidable et qui est tellement vraie, bien entendu. Et c'est vrai qu'elle arrive à rendre tous les gens, on apprend à les connaître. Et du coup, on est peut-être un peu bébête et un peu béat au bout du compte, mais on les aime tous. Et ça, c'est quand même assez formidable, parce qu'il y a pas... Évidemment, il y a le personnage principal, qui est le personnage de celle qui observe tout ça depuis son 2e étage et qui écrit des livres. Et puis elle réfléchit sur l'écriture aussi. Par exemple, sa copine Anna lui dit « Oh là là, je suis vieille, je suis moche, j'ai pas un sou, je suis amoureuse du mec, du Richard de dessus, qui a une femme pleine aux as. J'ai aucune chance pour que... C'est vraiment... c'est l'impasse complète. » Bon. Alors l'autre lui dit, t'inquiète pas, moi je suis amoureuse de son fils et il est gay, alors c'est râpé aussi, on est aussi mal barrés l'une que l'autre. Et elle lui dit, non mais tu sais quoi, ce que je vais faire, je suis en train d'écrire un roman. Ah oui? Et dans mon roman, tu vas voir ce qui va se passer. Le type du dessus, il va tomber amoureuse de toi, il va descendre avec ses valises, il va venir s'installer chez toi. Oh, lui dit, oh, t'es gentil, oh, t'es sympa, écoute, je sais bien que ça n'arrivera pas, mais ça me fait plaisir quand même, allez, que t'aies pensé quand même à ça. Et puis évidemment, dans le chapitre suivant, c'est ce qui arrive. Donc il y a ces espèces de clins d'œil qui sont très drôles, c'est-à-dire, à quoi ça sert l'écriture? Est-ce que c'est juste à se faire plaisir? Est-ce que c'est à se venger de la vie? Est-ce que c'est à prendre le contrôle? Enfin, il y a cette réflexion aussi, qui à côté, il y a ces deux questions, je dirais presque métaphysiques, qui courent tout le long du livre. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? Et dit sans dessus-dessous, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire sans dessus-dessous? Ça veut dire, par exemple, qu'en période de guerre, elle prend cet exemple-là à un moment, en période de guerre, les relations humaines ne sont complètement pas les mêmes. Le règlement habituel ne fonctionne plus, c'est sans dessus-dessous. C'est-à-dire qu'on peut trouver dans la résistance des intellectuels, des grands bourgeois, des ouvriers, des gaullistes, des communistes, enfin bon voilà, n'importe, je prends cet exemple-là parce qu'il vient de chez nous, si j'ose dire, il est peut-être plus parlant, mais n'importe quelle situation de guerre brouille complètement les règles sociales. Donc tout est sans dessus-dessous et tout est possible. D'où les grandes histoires d'amour qui peuvent se produire dans cette période, etc. Enfin tout est possible. Et donc, c'est un petit peu ça l'histoire. Qu'est-ce que serait la normalité? Est-ce qu'on pourrait trouver une règle? C'est un petit peu, il y a quelques points communs avec l'enfant qui voulait mesurer le monde, parce que lui, il pense qu'il y a une espèce d'équilibre mathématique du monde. Milena Agus pense plus logiquement, et comme c'est une idée plus répandue, qu'il existe un équilibre moral, je ne sais pas, un équilibre moral du monde. En somme, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Sauf que on n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord sur la règle commune, en quelque sorte. En tout cas, on aura du mal. Donc, voilà, c'est un livre qui est beaucoup plus fin. Moi, j'ai eu le sentiment, en le refermant, et alors là, franchement, c'est pareil, vous avez 2 heures de lecture, là. Hein, 2 heures de lecture et 2 heures de bonheur, parce que vous allez rire, vous allez sourire, c'est vraiment... voilà, ça c'est le genre de livre qui fait extrêmement plaisir aussi. Je dirais, c'est les lectures conseillées pour les vacances, si c'était qu'il faut que vous en ayez quelques-uns, parce que celui-là il est mince. Je vous dis, ça va vous occuper 2 heures. Mais franchement, vous ne le regretterez pas.